Le troisième thème que je voulais aborder dans la critique et de la doctrine patrimoniale vue à travers la thèse de Brediff, c'est bien le fait que c'est l'unité de problème et d'action qui est le postulat central de la théorie. C'est ça le cœur, le moteur de la théorie. L'auteur écrit que derrière la diversité déconcertante des problèmes, il faut trouver ce qu'il appelle le problème des problèmes. Et un peu plus loin, il décrit dans les termes suivants le problème des problèmes. Le problème des problèmes, c'est la capacité des acteurs à trouver ce qui les relie. Alors ce qui est très frappant, c'est qu'on nous dit l'audit doit permettre de trouver dans chaque cas le problème des problèmes, mais en fait, on sait d'avance quel est le problème des problèmes, c'est qu'il faut trouver ce qui les relie. On verra après les conséquences. Alors, autre conclusion clé, dans chaque territoire, c'est-à-dire dans chaque étude de cas, un champ d'accord potentiel est révélé. Il faut bien voir le poids des mots. Il n'est pas dévoilé, construit, il est révélé. Ici, il y a un problème, c'est que on peut faire deux... Et au fond, l'auditeur se légitime de ce champ d'accord potentiel. Il arrive sur un terrain, il discute avec les gens et il révèle un terrain d'accord potentiel. Et le fait d'être l'opérateur de cette révélation lui confère un statut exceptionnel, un statut à part comme intervenant. Et du coup, il va s'installer dans l'unité qu'il est seul à voir pour parler aux acteurs qui, eux, vivent dans la division. Donc, vous commencez à voir les connotations et elles vont monter de plus en plus jusqu'à la fin. Là, évidemment, il y a deux objections à faire. La première, c'est que, bien sûr, dans chaque situation, on peut trouver un champ d'accord potentiel. Mais pour trouver un champ d'accord potentiel, on a déjà forcément réhiérarchisé et on a considéré certaines choses comme peu importantes. Or, ce choix de hiérarchisation n'étant pas discuté, évidemment, il y a quelque chose de suspect dans l'opération de révélation. La deuxième, c'est la question de savoir si cet accord potentiel est actionnable. Si vous êtes invité à dîner dans une famille où il y a des conflits, de l'extérieur, vous voyez, vous, des zones d'accord potentiel. Mais le fait de voir ça, est-ce que ça vaut quelque chose ? Vous n'en savez rien, parce que vous ne savez pas s'il est possible d'agir, de rendre effectif ces zones d'accord potentielles. Donc, l'auditeur a révélé une unité qui au moins est latente dans la situation, et donc il va percevoir son action comme d'aider les acteurs à surmonter leur flou, puisque les conflits sont redéfinis comme des flous, et leurs inconsciences, puisque leurs préférences sont redéfinies comme étant une inconscience du cadre plus large. Et l'auditeur va pouvoir aussi fustiger la résistance de tous ceux, et en particulier l'administration, les politiques, etc., qui ne sont pas à la hauteur de l'avènement de l'accord. Pourquoi ? Parce que dans n'importe quelle situation réelle, les responsables qui sont en position d'agir pratiquement ne peuvent jamais être à la hauteur de ce qui serait virtuellement possible dans la situation. Il va aussi pouvoir fustiger les vues étroites de ceux qui ont des revendications spécifiques, par exemple les environnementalistes, et surtout, il va redonner l'espérance. Donc là encore, les mots ont leur poids. Il est porteur d'espérance, cet auditeur, et il va pouvoir la redonner aux gestionnaires du vivant, donc les éleveurs, les agriculteurs et forestiers, qui sont les victimes de la fragmentation de la scène de gestion. Autrement dit, il y a des gens qui sont victimes de la fragmentation, l'auditeur arrive et révèle l'unité, et il leur rend l'espérance. Alors, vous voyez, vous commencez à voir les connotations religieuses de la thématique, on verra après qu'elles sont très fortes. Je vais vous lire un petit extrait de texte pour qu'on voit bien la tonalité. Ces autres possibles, ces autres paysages stratégiques, ces autres images ou rêves de territoire se construisent petit à petit dans l'esprit de l'auditeur patrimonial. Les interlocuteurs n'ayant en général jamais eu l'occasion de se confier de la sorte devant quiconque,
de dire ce qu'il serait disposé à reconsidérer, de suggérer des fonctions et des échanges qui ne se risqueraient pas à formuler en face d'autrui ou en public. À l'issue d'un audit, les marges de manœuvre sont nombreuses et des synergies potentielles qu'ont laissé entrevoir les entretiens s'avèrent très stimulantes pour l'auditeur patrimonial. Elles sont la première récompense d'un travail d'écoute active, exigeant et éprouvant, d'autant qu'il ne sait jamais ce qu'il va trouver, ni s'il peut parvenir à dépasser les divergences apparentes, parce que les divergences ne sont jamais qu'apparentes. Une fois découverte cette nouvelle source d'espérance, qui motive et justifie un audit patrimonial, les positions des responsables, des décideurs, s'avèrent en comparaison souvent fort tristes et désenchantées. À vrai dire, plus l'interlocuteur se situe haut dans la responsabilité, plus il manipule des des enjeux stratégiques importants, plus il paraît pris dans des rapports de force tendus, et moins il semble pouvoir accéder aux situations concrètes et aux perspectives qu'elles ouvrent pour de nouveaux espaces de liberté, pour des formes inédites du lien entre les problèmes et les personnes. Donc ça, cet extrait de la thèse montre bien la logique. L'auditeur arrive, il découvre et révèle une unité dont les acteurs ne peuvent pas avoir conscience, et ça disqualifie tous les responsables à tous les niveaux d'organisation partielle dans le système, en montrant qu'ils sont trop étriqués, trop petits, trop rigides, trop ceci ou trop cela. Et donc toute la question, c'est maintenant comment faire passer cette espérance. On peut voir ça d'un autre côté. Pour continuer mon exemple, où vous allez dans une famille où il y a des conflits, c'est un jeu psychologique très classique. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas comme ci, comme ça, vous pourriez, machin, truc, etc. On voit tout de suite les problèmes que ça pose de se mettre dans cette situation, dans cette situation-là d'échange. Là encore, je continue sur des citations. J'essaie d'être précis. Au cœur de nos différentes interventions, cette question de la somme, du tout, là on revient à Platon, vous verrez pourquoi j'ai mis cette question de la somme, du tout, soit en définitive de l'unité, ressurgit dans toute sa plénitude. C'est elle qui, plus que tout, pose un sérieux problème. C'est ça le problème des problèmes, en fait. Dès lors, l'alternative est la suivante. Ou bien, on n'a rien à espérer d'un rapprochement entre les projets, les intérêts, les attentes des différents acteurs. Ou bien, à l'inverse, un espace d'intérêt commun potentiel existe entre les différents secteurs, qu'il importe alors de réussir à mettre à jour, par-delà les différences, encore une fois toujours apparentes, afin de redonner au système d'action des marges de manœuvre et des perspectives de projet. Alors, on va voir on verra après les conséquences, c'est très très important. Ça veut dire que l'unité est un problème à part. C'est un problème qui se situe sur un autre plan que les problèmes des acteurs. Et en fait, on est devant une alternative dichotomique. Soit on choisit le camp de l'unité, soit on choisit de ne pas pouvoir construire ensemble. C'est encore une des fausses alternatives devant laquelle on va nous mettre. On approche petit à petit du cœur du problème, de ce saut de l'un au multiple. Alors, cette manière de prendre les choses, elle explique des dérives constatées sur le terrain et elle connecte avec des recherches dans notre groupe. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 solutions. À partir du moment où on considère que l'unité, la gestion du tout, du problème des problèmes, constitue un domaine d'intervention à part d'un spécialiste, le coastal manager par exemple, eh bien il y a 3 solutions. Soit on tombe dans la sectorisation. Pourquoi ? Puisque c'est un problème à part, mais en fait ça va être un problème qui va se rajouter aux autres problèmes. Donc le monsieur qui se déclare comme « moi je suis responsable du développement durable ou de la gestion intégrée », donc du tout, on lui dit « bon ben nous on continue à exister, toi on te donne aussi un bureau, on te donne aussi un crédit », et puis finalement il va devenir le monsieur de la gestion intégrée du développement durable, il va devenir un secteur de plus qu'on rajoute aux autres. Donc là on pourrait mentionner les paradoxes que dénonçait la philosophie antique. Si l'un existe, eh bien il se rajoute à la liste des existants, et puis il devient un existant parmi les autres. Donc on ne peut pas
traiter l'un comme quelque chose de concret, d'opérationnalisable, d'actionnable, sans tomber dans un paradoxe. Et on a là exactement le fondement conceptuel des constats de sectorialisation de la gestion intégrée que Raphaël a mis en évidence dans ses travaux. Soit, deuxième alternative, c'est un des acteurs sectoriels divisés qui se saisit du tout pour régner sur les autres, et qui donc établit son règne en disant non seulement je suis l'acteur le plus fort dans la situation de terrain, mais je parle au nom de tous. Donc ça, c'est la situation numéro 2. C'est celle que Su Shin-Tzu a mis en évidence dans son travail sur les Sundarbans, dans le nord-est de l'Inde, où elle a montré que sur un des territoires qu'elle a étudié, c'était l'Office des forêts indiens, qui finalement gérait tous les aspects sociaux, agricoles, environnementaux, forestiers, postales. Tout. Donc ça, c'est la deuxième solution. C'est un des opérateurs sectoriels prend le pouvoir au nom du tout. En URSS, c'était la police, par exemple. Donc, soit, dernière alternative, on débouche sur rien, puisque on a postulé qu'il existait un étang actionnable qui se situait sur un plan différent des autres, mais ce postulat ne peut pas marcher, puisque soit on s'inscrit dans la réalité mais on est avec les autres, soit on s'inscrit ailleurs et il ne se passe rien. Et donc ça explique pourquoi dans les études de cas de la thèse, aucune n'a donné lieu à des réalisations pratiques. Alors l'auteur a quelques explications ad hoc pour ça, mais en fait c'est tout simplement parce que si vous arrivez chez des gens et que vous leur dites mais vous pourriez être beaucoup plus heureux que vous ne l'êtes, et vous pourriez vivre ensemble avec un potentiel beaucoup plus grand que celui que vous exploitez, mais quelle prise existe pour cette perspective? Comment elle est actionnable? Pour qu'elle soit actionnable, il faut s'incarner d'une certaine manière et devenir un acteur parmi les autres. Il n'y a qu'une solution pour que ce soit actionnable. Il faut s'impliquer. Impliquer, ça veut dire devenir un des plis, rentrer dans un des plis de la situation. Ne pas croire qu'on peut l'avoir dans son ensemble. Et donc, la troisième solution, c'est l'impuissance, c'est-à-dire qu'on a des discours globaux, non actionnables, et qui, en fait, génèrent une position de donneur de leçons un peu revanchard, et permettent de faire passer tous les autres pour des gens prosaïques, bornés, etc., tout en étant soi-même impuissant et fier de l'être. Donc, il y a une logique très profonde dans ce travail de recherche de l'unité qui conduit à l'une de ces trois solutions et qui, au fond, nous ramène à nos différents cas de terrain. Donc, le premier, c'est la sectorisation. Le deuxième, c'est l'hégémonie d'un des secteurs au nom du tout, c'est le cas de l'IPHB ou de ce coin dans les Sundarbans. Et le troisième, c'est l'impuissance au nom du tout, mais dans un contexte où on culpabilise tous les autres pour ce qu'ils essayent de faire ou pour leurs revendications. Alors, où est l'erreur? L'erreur, on peut la trouver dans cette citation de la thèse. Le problème est émergent, il émerge d'une dynamique systémique. Et je cite, « Ce problème, en effet, apparaît moins comme un problème en soi que comme la résultante ou l'émergence d'un ensemble de comportements, de pratiques, d'interactions entre acteurs humains et agents non humains. Il est comme la trace, l'ombre portée, ou mieux, le marqueur du fonctionnement global et effectif d'une société locale. » On est au cœur du problème là. Et que la qualité d'un objet environnemental soit l'émergence d'un système complexe, il n'y a pas de doute. La qualité de l'eau de la petite rivière de l'Ars, elle est le résultat de tout ce qui se passe au niveau du bassin de l'Ars, de toutes les actions, de tous les acteurs qui ont un impact sur l'eau. Mais ça n'a aucun rapport avec la question du pour qui du problème. C'est pas pour ça que on peut dire que ça disqualifie le fait qu'il s'agisse d'un problème en soi. Personne n'a dit que le problème de la qualité de l'eau est un problème en soi. La question est de savoir pour qui c'est un problème. Donc on peut très bien accepter que la qualité de l'eau, c'est un résultat émergent. C'est pas pour ça que c'est un problème dans l'absolu. Donc il y a encore une fausse alternative. Quelquefois, ça a donné lieu à des discussions, enfin des non-discussions, mais des incompréhensions, où on nous reproche à nous, dans des petits textes, de dire mais puisque vous posez un problème d'environnement, vous considérez que tel problème d'environnement est un problème en soi. Ben non, c'est cette assimilation-là qui pose problème. Deuxièmement, il n'y a pas de raison de considérer a priori que tel problème émergent est second par rapport à la logique globale du système.
Je prends, je sais pas, un exemple extrême, je prends le génocide rwandais. Le génocide rwandais, il n'y a aucun doute que c'est un effet émergent de toutes sortes de systèmes. Dans le bouquin de Jarret sur l'effondrement des civilisations, il y a une analyse parmi d'autres possibles, mais il n'y a aucun doute qu'il est le résultat de tout un système politique, écologique, économique, agricole, enfin de tout ça. C'est pas pour ça que ce problème n'est qu'une ombre, une trace ou un marqueur. C'est pas parce que un problème émerge d'un fonctionnement systémique qui renvoie à un vrai problème qui serait, lui, au niveau de la globalité systémique. Donc ça, c'est le deuxième dérapage. Troisième dérapage, c'est celui qui consiste à dire qu'il faut analyser le tout du fonctionnement de la société locale. C'est un dérapage parce qu'en fait, ce qu'il faut analyser, c'est uniquement les éléments pertinents pour gérer le phénomène émergent. Il n'y a pas besoin de tout changer, il y a besoin de regarder ce qu'il faut changer. Donc là, je renvoie au cadrage de l'ASE qui, sur chacun de ces points, essaie d'éviter ces dérives. Donc tout ça, c'est un ensemble de dérives qui veut nous faire passer du constat d'un fonctionnement systémique à l'idée que puisque le fonctionnement est systémique, alors il faut prendre le problème comme un seul problème, et on verra aussi l'action comme une seule action. Cette dérive est complètement abusive. Deuxième, alors les alternatives abusives, il y en a plein depuis le début, on reviendra à la fin pour les récapituler. Vous voyez qu'elles s'accumulent. On nous met devant une autre alternative tout aussi abusive. On nous explique, qui exprime un peu d'une autre manière ce qu'on vient de voir. Ou bien on est dans une vision linéaire, et dans ce cas-là, on considère le problème comme une simple question soluble par les moyens classiques de la technique du droit et de l'économie. Donc soit on est linéaire, soit il faut accepter l'unicité du problème telle qu'elle est définie par l'approche patrimoniale. C'est très bien expliqué dans la thèse, avec le passage suivant par exemple. Soit il faut adopter le patrimonial avec, je cite, la démarche précise, stratégique précise dont il est question, se donne pour objet de concevoir et de mettre en œuvre un processus susceptible de favoriser l'application et l'engagement conjoint des acteurs en faveur d'un but commun. Donc, si on est systémique, alors on doit considérer que tous les acteurs ensemble doivent traiter tous les problèmes pris ensemble. C'est ce point conceptuel qui, à mon avis, est une mauvaise interprétation du systémisme, qui est au cœur du dérapage de la démarche. Puisque on voit bien avec l'approche ASE, j'y reviendrai à d'autres occasions, que au fond, eux, ils appellent stratégique. Ce qu'ils appellent stratégique, c'est le fait de se ramener à l'unité du problème, du système entier considéré comme problème. Alors qu'au contraire, nous, ce qu'on appelle stratégique, c'est le fait de prendre en compte les fonctionnements systémiques pour traiter tel ou tel problème de manière stratégique, en effet. On continue sur le même registre. L'alternative est la suivante. Où il s'agit, je cite là, où il s'agit malgré tout de alors ça, c'est encore une autre fausse alternative entre les responsabilités et l'action. Ou bien il s'agit malgré tout de persévérer dans la recherche d'une origine fondamentale, ou bien il s'agit de troquer la question du pourquoi, c'est-à-dire à quoi est réellement dû le problème, quelle en est ou quelles en sont les origines, contre celle peut-être moins exaltante sur le plan intellectuel, mais sans doute plus décisive sur le plan de l'action, du comment. Comment, malgré tout, assurer une meilleure gestion de la qualité de l'eau. Donc, l'idée est la suivante. Elle consiste à dire que tant qu'on s'intéresse à la question qui est responsable de la dégradation de la qualité de l'eau, on va être dans des raisonnements linéaires. On ne va pas comprendre que ce qui est responsable, c'est un système en entier. Et donc, il faut arrêter de se demander qui est responsable et remplacer la question pourquoi l'eau se dégrade par la question qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, il s'appuie là-dessus sur une citation d'un texte de l'école de Palo Alto qui attaque la psychanalyse en disant c'est pas la peine de revenir jusqu'à notre enfance pour voir ce qui n'a pas marché et améliorer nos relations avec les autres. Ce qu'il faut, c'est regarder comment fonctionnent les relations aujourd'hui et intervenir sur le système de relations. Soit. Le problème, c'est que il n'y a pas de réponse à la question comment
qui ne soient pas en même temps des réponses à la question pourquoi. Donc, quand on ne veut pas se poser la question du pourquoi, c'est qu'en fait, il y a une réponse implicite qui est déjà connue, on l'a vu, c'est le problème des problèmes. C'est le pourquoi, c'est qu'on est tous responsables ensemble et que personne n'est plus responsable que les autres, c'est le système qui est responsable. Du moins, c'est ça que ça veut essayer de nous faire penser. L'autre deuxième point, il n'y a absolument aucune raison de penser que la recherche des causes devrait nous conduire à une origine unique, par opposition à une origine globale. Elle peut très bien nous conduire, comme dans le diagnostic de la gestion effective en ASGE, à la mise en évidence de plusieurs causes articulées entre elles. Alors, pourquoi on arrive à on élude le pourquoi? Eh bien, au fond, on tient là la base théorique du phénomène d'amnistie-amnésie que Maya a démontré dans sa thèse au sujet du fleuve Sénégal. On a ici les bases. Quels que soient les dégâts environnementaux causés par quelque acteur de filière que ce soit, on dispose là d'une base théorique qui permet de dire il n'est pas fondé de discuter de ça. La seule vraie question, c'est comment on fait pour avoir de l'eau de qualité, des milieux naturels de qualité, etc. Donc, on est en présence d'une vraie théorisation de l'amnésie, qui est de l'amnistie et de l'amnésie, des pollueurs et de l'amnésie, de leur responsabilité passée. Je vais vous donner un petit texte qui donne une ambiance et on voit comment ça sert aussi à noyer le poisson. Il s'agit du dossier de l'Ars, de la petite rivière polluée par la viticulture. Le problème, on va retrouver le côté apparent des problèmes et tout. Le problème apparent de l'augmentation tendancielle de la teneur en substances phytosanitaires cède ainsi la place à un problème effectif, donc le vrai problème, à savoir une insuffisance patente de concernement, de responsabilisation et de prise en charge de la qualité de l'eau par les habitants de la vallée. Sans chercher à savoir pourquoi ce problème effectif est devenu ce qu'il est aujourd'hui, la reconnaissance de ce problème effectif suggère un nouveau point de départ et de nouveaux leviers de changement possibles. Donc vous voyez à l'œuvre 1. Amnistie, amnésie. 2. On efface d'un trait de plume toute la construction du problème par l'agence de l'eau, les filières environnementales qui ont bien montré où était l'origine du problème, tous les chercheurs qui ont déjà travaillé là-dessus et qui montrent l'origine du problème. Et donc on repart à zéro en disant mais il y a un vrai problème qui est le problème des problèmes, c'est le concernement, l'implication et finalement la convivialité et la confiance, qui est le problème le plus grave. Alors pourquoi on pourrait se dire, mais là, la démarche va exploser en vol. Comment c'est possible de dire on va s'intéresser au comment sans s'intéresser au pourquoi? La citation donne la réponse, c'est parce qu'en fait, le pourquoi, on connaît déjà toujours la réponse au départ. C'est ce que je vous avais montré sur une diapo antérieure. On connaît la réponse, c'est tout simplement parce que le seul problème, c'est de trouver ce qui relie les acteurs. Le pourquoi, c'est toujours parce qu'il n'y a pas assez de liens entre les acteurs et pas assez d'implication des acteurs. Donc c'est pas la peine de se demander qui pollue, pourquoi ça pollue, quelles sont les substances, quelles sont les techniques, etc. Le problème profond, le problème réel, dans cette optique, c'est toujours un problème d'implication. Alors c'est quand même formidable, parce que on aboutit à une dépossession hallucinante de toute la construction des problèmes qui a été faite sur les problèmes d'environnement depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans selon les endroits, pour être remplacée par cette notion floue d'un manque d'investissement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, au bout du compte, on débouche sur la légitimation théorique de l'absence de diagnostic du système de gestion effective. Voilà ce que l'auteur écrit dans le cas de la Charente. Donc c'est une zone humide inondable, et puis il va faire 75 ou 100 entretiens avec des gens de la vallée de la Charente pour voir qu'est-ce qui fait que la zone humide pose problème. Chaque acteur, je cite, évoque un ensemble d'actions qu'il décrit abondamment. Donc vous imaginez l'auditeur patrimonial. Il arrive, il n'a pas lu la documentation ou il n'en fait pas état dans son audit, il écoute ce que les gens ont à dire. Chaque acteur évoque un ensemble d'actions qu'il décrit abondamment. La liste des interventions s'allonge, les recoupements étant rarement possibles. Au terme de 40 entretiens, le doute règne dans l'esprit de l'auditeur. Est-il même possible de rendre compte de l'action globale effectuée au profit de la plaine inondable? Et la suite de l'étude de cas répond clairement à la question, c'est non. Donc,
on arrive dans une situation où on légitime le fait de dire c'est pas la peine d'essayer de construire une image cohérente de la gestion effective et de la gestion intentionnelle, comme on les appellerait nous. D'abord, c'est trop compliqué, et puis c'est pas vraiment légitime, puisqu'en fait les acteurs vivent dans une dispersion qui rend la chose non pensable. En fait, ce qu'il faut, c'est construire l'unité à côté, le point d'unité qui aura été révélé, et à partir de là, on pourra reprendre tous ces éléments qu'on ne peut pas considérer comme structurés au départ, pour faire émerger une véritable gestion. Bon, inutile de dire là qu'il y a un point d'opposition énorme, mais surtout que ça rend la démarche, on comprend pourquoi il y a de l'autisme. Tout le problème des chercheurs, c'est bien de comprendre comment les systèmes fonctionnent, comment la gestion fonctionne, qu'est-ce qui se passe. Je pense que ça ne viendra à l'idée de personne d'écrire que finalement c'est complètement compliqué. On ne peut pas rendre compte de la gestion globale. On part sur une autre voie qui consiste à dire moi je vais d'abord révéler l'unité et à partir de là c'est pas la peine de penser qu'il y a des structurations avant, je vais remettre de la structuration à partir de l'unité. Alors, on tient ici évidemment la cause, on retrouve en plus profond la cause de la non-actionnabilité des conclusions de l'audit. C'est évident que si on construit l'audit patrimonial d'une manière qui ne permet pas de le relier sans discontinuité avec une compréhension du système et une reconnaissance du système de gestion tel qu'il fonctionne, eh bien, il est suspendu dans le vide d'une certaine manière, ce diagnostic unitaire. Et puis on comprend aussi la capacité à éclater les revendications environnementales, la gestion intentionnelle. Par définition, elle est insuffisante puisque tout est éclaté. Et puis, on tient aussi la capacité du discours à effacer les traces des processus dommageables. C'est l'amnistie-amnésie. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que tout ça est à recouper avec l'impensé sectoriel qu'on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que le secteur porteur de l'audit, lui, est épargné? C'est tout simplement le fait que lui est actif dans la construction du discours d'audit, puisqu'il se transforme de porteur il est transfiguré par la démarche d'audit. Avant, il était un acteur parmi les autres. Maintenant, il est l'acteur qui porte le projet unitaire. Et en tant que tel, eh bien, ces logiques restent inscrites. Il est le seul à ne pas passer à la moulinette de la critique. De manière implicite, ce secteur porteur est inséré dans la logique globale. Je vous rappelle le petit dessin marron et noir que j'avais fait. L'acteur porteur, puisqu'il n'est pas distinguable de l'auditeur qui porte le discours unitaire, eh bien lui, ses logiques restent implicitement sauves dans cette grande purge. Ses logiques à lui restent implicitement sauves. Donc, on peut redéfinir le métier de l'auditeur. Le métier de l'auditeur, c'est d'aider un acteur sectoriel à se présenter comme étant lui le porte-parole de l'unité et à renvoyer tous les autres à un monde non structuré qui s'est fourvoyé en fait dans la tentative de soulever les problèmes, de les identifier et de les traiter. Donc, ça c'était le troisième point de ma critique, c'était le fait qu'on prend l'unité de problème comme postulat et on voit qu'on tient là la racine des difficultés. Et je vais aborder le quatrième et dernier problème de critique de la thèse de Brediff et de la doctrine patrimoniale, qui est celui du rôle de l'analyse de l'auditeur patrimonial. Alors, si on résume la thèse, en fait, d'un certain point de vue, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'il faut une gestion globale, s'appuyant sur une négociation entre acteurs, dégageant des marges de manœuvre par des jeux à somme positive, et qui s'appuie sur le territoire comme support d'intégration. Ça n'a aucun intérêt. Donc, je veux dire, c'est le discours dominant, ça ne dit rien. Qu'est-ce qui fait la revendication d'ambition et d'originalité? Eh bien, c'est tout simplement et la fascination aussi que cette démarche exerce sur des personnes, par exemple celles dans le jury qui ont validé la démarche. Eh bien, en fait, c'est l'originalité de la posture de l'auditeur patrimonial. Dit autrement, la convivialité et la confiance d'un côté, puis la sécurisation de l'autre. Alors,
Qu'est-ce que c'est que cette sécurisation? C'est par là qu'on va rentrer dans la posture de l'analyste. Je cite, « La première garantie découle de l'établissement d'un contrat avec le commanditaire, ce dernier devant être légitime au regard du problème posé et convaincu d'avoir affaire à un problème suffisamment complexe pour ne pas trouver de réponse satisfaisante dans les modes d'intervention classiques. La seconde source de sécurité réside dans les méthodes mises en œuvre, qui sont transparentes, opposables, encadrées par des clauses méthodologiques et déontologiques strictes. » Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit plusieurs choses. La première, c'est que le commanditaire est considéré dès le départ comme légitime. Alors c'est assez particulier parce qu'on n'a pas encore fait le diagnostic du problème, ni du système social, ni du système écologique, mais on sait déjà au départ que le commanditaire est légitime. Ça, c'est un premier problème, mais qui s'explique mieux une fois qu'on a vu avant l'impensé sectoriel. Le deuxième, c'est cette notion de convaincu que c'est trop complexe pour les réponses classiques. Dit autrement, on est un peu dans la situation de la médecine alternative quand elle essaye de dire, ben voilà, vous êtes foutus avec la médecine classique, donc maintenant il faut nous essayer nous. C'est-à-dire que la résolution du problème va d'emblée être posée comme se situant sur un plan complètement autre que les remises en cause et les problèmes et les blocages du moment. Donc ça, c'est un point très important dans la posture. Il se présente presque comme un magicien, cet auditeur. Il vous dit, les solutions normales ne marchent plus, et moi, je suis porteur d'une solution exceptionnelle, d'une solution qui échappe aux contraintes dans lesquelles sont englués les autres types d'analystes. Et puis, troisièmement, vous êtes dans la sécurité parce que moi, j'ai un discours clair, alors que les autres ont un discours confus. Alors, voyons ce que sont ces clauses déontologiques qui instaurent la transparence. Elles sont aux règles de 5, il y a un petit encadré dans la thèse, 1, 2, 3, 4, 5. Et elles sont applicables à tous les auditeurs patrimoniaux, ça fait partie de la méthode normalisée. 1. L'auditeur informe la personne rencontrée du nom du commanditaire. 2. L'auditeur garantit la stricte confidentialité. 3. L'expertise recueillie n'engage ni l'auditeur ni le commanditaire dans une obligation d'agir. 4. Le rapport de synthèse engage la responsabilité personnelle de l'auditeur. 5. La diffusion des rapports est gérée par le seul commanditaire. Personnellement, j'ai un petit doute sur le caractère transparent de telle clause. Pour moi, la confidentialité garantit une dépossession de la réflexion des acteurs. Par exemple, dans le cas de l'audit sur une zone humide, l'association de protection de la nature qui travaille depuis 20 ans sur cette zone humide, qui a fait travailler plein de chercheurs, qui a construit des diagnostics, etc., tout ça va être anonymisé complètement. Et l'audit ne prévoit aucune référence bibliographique. Ça n'existe pas, on ne fait que la synthèse des entretiens, normalement. Donc, là, il y a une forme de dépossession. Le fait que ça n'engage pas dans une obligation d'agir, finalement, c'est une garantie d'inaction. Non pas que dans d'autres formes d'études, il y ait une garantie d'action, mais quand on fait une évaluation des politiques publiques ou un diagnostic, dans beaucoup de cas, on assume le fait que ça crée une pression pour agir. Parce que en mettant en évidence les causes des problèmes, on crée une pression. Et alors que là, la clause déontologique dit, en aucun cas, ça n'est susceptible de créer une pression pour agir. Ensuite, le rapport engage l'auteur, certes, mais on verra après, à cause des méthodes d'audit, qui n'engagent personne d'autre que l'auteur. Et enfin, le rapport n'est pas public. Dit autrement, on a affaire à des problèmes publics, la pollution de l'eau de la rivière, la zone humide, l'aménagement de Saclay, mais les gens ont parlé et c'est le commanditaire qui fera ce qu'il veut avec le rapport. Donc, on est dans une instruction non publique du problème. Alors, pourquoi le rapport n'engage que l'auditeur? Page 755, Brédiv décrit la méthode de synthèse de l'audit patrimonial. Une alchimie, vous voyez qu'on est dans la continuité des connotations, s'opère, je cite, dont il n'est pas aisé de rendre compte. Ici, l'art rejoint, ou plutôt prolonge la science. Vous remarquez aussi que mes observations au début sur les qualités de plume de l'auteur étaient fondées. Je vais vous prendre la définition de la même opération par Henriot Lagnon dans sa thèse. Alors, tenez-vous bien, c'est écrit moins élégamment, mais c'est encore plus clair. L'auditeur patrimonial doit révéler chez chaque acteur
et au niveau du complexe multi-acteurs, le cœur stratégique du problème ou du projet. L'audit patrimonial va solliciter chaque acteur en tant que micro et macro-expert. Traduit en français, c'est va faire des entretiens. Et voilà comment fonctionne la synthèse, je cite, « L'auditeur et l'équipe d'audit doivent ensuite faire surgir de l'ensemble des expertises une expertise d'ensemble, à la fois fidèle et constructive, qui soit acceptable par tous les acteurs. » Au secours, Platon. Donc, ce que vous voyez là, c'est que la théorie revendique le fait de ne pas mettre de clauses, de contraintes, de concepts, de méthodes sur le chemin qui conduit de la multiplicité des entretiens à l'unité du diagnostic. C'est une alchimie, c'est un faire surgir. Et on passe par cette opération extraordinaire, donc de l'ensemble des expertises disjointes, éclatées, multiples, à une expertise d'ensemble. On a fabriqué de l'unité, ou plus exactement, on l'a fait surgir, puisqu'on ne doit pas pouvoir dire comment on l'a fabriqué. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas d'étape ou d'opération, on ne doit pas pouvoir les définir. Justement, la clé, elle est dans ce faire surgir, dans cette alchimie qui crée de l'unité. Donc ce point est tout à fait crucial. Il explique aussi pourquoi la discussion publique ou académique des rapports est impossible, puisque on légitime au départ que c'est en ne se donnant pas d'étape de synthèse qu'on va pouvoir faire surgir l'unité de compréhension dans la tête de l'auditeur patrimonial et ensuite la partager avec les autres. Alors, certes, c'est d'une certaine manière un nouveau personnage qui apparaît là, et je vous cite un certain nombre des éléments de profil, donc je passe à un autre thème, des éléments de profil de l'auditeur patrimonial décrit par Brédif. Son rôle va au-delà de celui du sociologue ou du prospectiviste. Rougissez, messieurs. Il est dévoué au service du bien commun. Il aide les acteurs à coproduire leur vraie maison. Il aime le monde et la vie. Il témoigne d'une bienveillance égale pour tous. Il dédie sa vie à l'édification d'un monde plus radieux et joyeux. Donc, son intuition, j'essaie d'adopter le ton de la chair. Chair avec un E, surtout. Son intuition lui est d'un grand secours dans sa quête d'unité. Libre ou libéré de toute appartenance marquée, sans pouvoir et sans capacité d'action directe, il sait que son intervention sera d'autant plus pertinente qu'il pratiquera sans réserve le dénuement de puissance et que sa présence diaphane ne se remarquera pas. Pour exister et se démultiplier, il a besoin que des institutions et des responsables instaurent des conditions propices à l'exercice d'une fonction vouée au service du bien commun. Alors, donc tout ça, c'est des citations littérales de la thèse dans ces derniers passages qui synthétisent la démarche. L'image qui surgit, vous l'avez entendu dans le ton de la voix, c'est évidemment celle d'un ordre religieux au service du pouvoir. Donc je ne suis pas assez versé dans l'histoire des ordres pour dire lequel c'est, mais on est exactement dans le vœu d'humilité, ou le vœu de pauvreté, et la mise au service de l'exécutif dans une situation tout à fait étonnante. On est dans la posture de l'ordre prêcheur qui, d'un côté, stigmatise les responsables parce qu'ils n'arrivent pas à accéder à l'unité, et qui, de l'autre côté, leur explique que si ces hommes de pouvoir acceptaient de soutenir cet ordre prêcheur qui est dans un vœu de pauvreté, alors peut-être qu'il pourrait passer par une rédemption et enfin permettre à la communauté d'accéder à cette virtualité unitaire qui a été révélée par l'auditeur patrimonial. Je vous cite, son intervention
implique l'émergence de responsables politiques d'un genre nouveau, convaincus que leur rôle consiste plus à faire émerger des projets complexes qu'à gérer par eux-mêmes les problèmes de la collectivité. Donc, on est dans la position, au fond, de toutes les des religions conquérantes qui s'adressent aux politiques en disent « vous êtes des pécheurs, vous êtes complètement dispersés, jusque-là vous n'êtes arrivés à rien, mais à travers nous, vous pouvez passer par la révélation de l'unité et vous serez une nouvelle sorte de politique, une nouvelle race de politique d'une certaine manière. Un portrait synthétique de l'auditeur. Il est le seul à pouvoir parler du métaniveau systémique. Ça, c'est un point crucial. L'auditeur patrimonial, si on se place du point de vue RES, contrairement aux autres, lui, il n'est pas dans le système. Il est le seul à qui prétend avoir la capacité de transcender complètement le système pour se faire le porte-parole de l'unité. 2, il n'a pas à rendre compte de l'alchimie de ses compositions, puisque justement c'est ce non-compte-rendu qui lui permet d'échapper à la force de gravité sociale à laquelle les autres sont soumises. 3, il est libre. Et cette liberté, on en a vu les composantes, il est libre parce qu'aucune tension ne peut le séparer du commanditaire, ni de l'intérêt sectoriel, ni de l'homme de pouvoir, ni de l'intérêt commun, puisque tout ça c'est la même chose. Et que tout au long de la théorisation, on nous montre que la liberté, elle se construit par le fait de montrer que toutes les tensions entre ces différents rôles ne sont qu'apparentes, et c'est le jour où on arrive à être complètement d'accord avec l'homme de pouvoir, avec l'acteur sectoriel et avec la totalité de la société, qu'on est enfin complètement libre et qu'on va pouvoir aider la société à transcender ses limites. Dans le vocabulaire de Reyss, il est clair qu'il se réclame de 3 postures de soulagement. 1, celle qui fait qu'on se réclame de l'accord et donc on peut se considérer comme neutre. Il écoute tout le monde et il fait une synthèse dans laquelle tout le monde va retrouver son bonheur, sinon c'est petit. 2, il est le bras neutre du commanditaire et il peut dire, écoutez, c'est le commanditaire qui est légitime. Moi j'ai fait vœu de dénuement de pouvoir et donc je suis neutre. Et puis, il est aussi la 3e posture de soulagement qui consiste à dire à tous les autres, tout ce que vous dites c'est bien gentil, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Au nom du système complexe et de l'unité, je peux vous dire que votre point de vue est un point de vue trop partiel, c'est un point de vue déchu en fait, ou un point de vue de pécheur. Alors, pour moi, il est clair que, globalement, la position n'est pas acceptable, mais c'est intéressant de voir comment elle est construite. Mais pour des problèmes publics et dans un contexte académique, elle est inacceptable. L'idée que l'opération de synthèse n'ait pas de compte à rendre est tout simplement rédhibitoire, aussi bien dans le cadre d'une discussion publique démocratique sur des problèmes publics, que dans une discussion académique. Personne n'est fondé à vous dire « moi j'ai fait surgir une vue d'ensemble de l'ensemble des vues ». Il faut qu'ils vous disent comment, pourquoi, par quelle méthode, et qu'on discute de cette émergence. Mais je pense qu'il est, globalement, mon but là, c'est de porter une analyse aussi précise que possible, parce que ce discours est très dur à analyser, comme on pourra le voir en conclusion. Au fond, c'est cool d'être auditeur patrimonial. J'ai une grille de lecture super simple, IDPA, un apprentissage pas très long, puisqu'il suffit de faire 1 an de spé à l'agro pour faire ça. J'ai une compétence que personne d'autre n'a. Et puis ensuite, j'ai un travail qui est fascinant, parce que c'est génial d'aller faire des entretiens auprès des gens. Tous ceux d'entre vous qui ont déjà fait des entretiens savent que c'est vachement excitant. J'ai pas besoin de rendre compte sur les observations que je fais. J'ai pas besoin de compulser une abondante bibliographie, puisqu'en fait, mon but n'est pas de m'engluer dans les analyses précédentes trop partielles, mais de faire surgir l'unité à partir des entretiens auprès des acteurs. J'ai pas besoin d'argumenter mes analyses devant des collègues critiques. J'ai pas besoin de me creuser la tête sur la méthodo parce qu'elle est sécurisée, donc je suis sur un rail méthodologique, et j'ai pas d'obligation de résultat dans l'action, puisque si ça marche pas, c'est qu'il y a des gens qui sont trop accrochés à leur petite responsabilité partielle. Alors ce qui est vraiment paradoxal pour conclure sur l'audit patrimonial, c'est que au fond on a un programme très basique
qui est bien adapté par certains aspects. Pour l'initiation des étudiants, c'est parfait. Pour des élèves ingénieurs qui n'ont jamais fait d'entretien, qui n'ont jamais réfléchi à la multiplicité des points de vue et aux effets systémiques dans les problèmes de ressources, c'est une très bonne initiation. Un ingénieur qui fait en silo ou qui fait une ingénierie de projet, INIP, un mois de TD à l'agro en audit patrimonial, c'est très bien adapté. Donc ce côté basique est très bien adapté. Dans les années 70, c'était très innovant. Et puis, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut voir, c'est que l'étude qualitative, même sans méthode, c'est quelque chose qui marche. Sur n'importe quel problème, si vous allez discuter avec tout le monde et que vous essayez de voir la vue d'ensemble qui s'en dégage, ça marche. Je veux dire, c'est une approche naturelle. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un cœur qui est basique. Aller discuter avec les gens pour voir les points de vue et essayer de comprendre ce qui se passe, tout le monde peut le faire. Comment est-il possible que sur cette base élémentaire se soit construit une doctrine qui ait de telles revendications et qui ait un discours aussi offensif? C'est ça qui est quand même tout à fait extraordinaire. Donc il y a la griserie de l'écoute. Alors vous vous rappelez que dans la citation de Platon, il nous parlait des jeunes qui découvrent cette jonglerie entre l'un et le multiple et qui peuvent plus s'empêcher d'aller de l'un au multiple. En fait, il y a une forme de griserie dans l'enquête qualitative. Et ce qui est étonnant, c'est que, au fond, l'audit patrimonial, il y a 25 ans, a institué cette griserie et a réussi à l'accompagner d'un discours qui fait penser aux autres que parce qu'ils rentrent moins dans cette griserie, ils sont moins ceci, moins cela, moins scientifiques. Et donc, chaque fois que les porteurs de ce discours arrivent à faire découvrir cette griserie à des gens, soit ces gens découvrent la griserie et s'aperçoivent que c'est simplement celle des entretiens et que c'est génial, soit ils croient que c'est à cause de la doctrine qu'ils ont vécu cette expérience. Et si ils croient que c'est à cause de la doctrine patrimoniale qu'ils ont pu vivre cette expérience humaine très simple qui consiste à discuter avec les gens et à essayer de se faire une vue d'ensemble, et bien à ce moment-là, ils deviennent des convaincus et ils ont, le système étant complètement clos et autarcique, ils sont convaincus que quand on leur dit qu'ils n'ont pas compris, ils pensent que c'est les autres qui n'ont pas compris, et on rentre dans une mécanique sectaire qui a, vous l'avez vu, une ambition de s'instituer auprès du pouvoir comme vraie méthode pour régler les problèmes de la société. Donc voilà, ça c'était le premier volet sur la gestion patrimoniale de mon exposé. Alors je vous ai dit que c'était très long, on va faire moins long sur la suite, mais j'en ai encore quand même pour un moment. Alors, je vais essayer de vous montrer, c'est là que je vais passer le plus vite, que loin d'être quelque chose de complètement isolé, il y a beaucoup d'éléments de ce syndrome patrimonial, de cette dynamique qu'on vient de décortiquer, qui se transmettent dans d'autres approches et qu'on retrouve dans toutes sortes de théories ou de méthodes auxquelles nous avons affaire. Alors, je vais aller assez vite. Je vais aller très vite sur l'aperçu des approches néopatrimoniales parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et je vais simplement faire un sondage en vous montrant sur un texte d'Agéry que beaucoup des postulats de l'audit patrimonial sont présents dans des approches de gestion qui pourtant n'ont aucune communication directe avec les doctrines de gestion patrimoniale. Alors, sur la médiation patrimoniale, vous m'excuserez, je vais passer très vite. Le texte le plus intéressant à voir, c'est un texte de 1997 de Babin, Weber, Antona, donc et Bertrand, le Sirat Green, sur médiation patrimoniale et gestion subsidiaire. Alors, je ne vais pas vous lire toutes les citations. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé dans ce texte tous les passages qui montrent quelles sont les bases de la doctrine des auteurs. Donc on voit toutes les remises en cause qu'ils proposent. Devant une telle pluralité des intérêts, une médiation semble appropriée. La médiation patrimoniale est constitutive d'une démarche basée sur le contrat. Le contrat interne au groupe, légitimé et ritualisé, en devient le patrimoine. Vous voyez ici qu'on est exactement dans la logique de l'institution patrimoniale. C'est parce qu'on a institué ensemble nos attachements en se mettant autour de la table que le patrimoine vient à exister comme patrimoine. Le patrimoine existe comme lien, comme attachement, comme identité.
Et donc, dans la définition cruciale de leur démarche, aux deux étapes qui sont citées là, Olagnon est cité sur la définition du patrimoine et sur la manière d'instituer le patrimoine. Il importe de construire, alors là il cite Olagnon, de construire et d'actualiser une instance de négociation vulnérable au désengagement, traduisant une communauté d'action fondée sur le désir d'agir ensemble. Au total, et il propose aussi une démarche normalisée, sécurisée, même s'ils n'utilisent pas ces mots-là, qui s'appelle la médiation patrimoniale. J'ai mis entre crochets les équivalents dans l'audit patrimonial. I, c'est identification, P, c'est prospective, et A, c'est action. Le point amusant à noter, c'est que Brediff, lui, a encore simplifié par rapport à IDPA. Il a enlevé l'aspect prospectif. Donc pour Brediff, les seules 3 questions imposées aux acteurs, c'est identification, diagnostic, action. Et de manière assez amusante, eux sont partis aussi de IDPA, mais ils ont enlevé diagnostic, et donc ils ont identification, prospective, action, et ils ont reconstruit autour de ça. Bon, mais ça, c'est des nuances. Le but, c'est simplement de montrer que la racine est la même. Pour une discussion plus approfondie des conséquences de cette démarche, je vous renvoie à la thèse de Maya et au papier qu'on a fait ensemble sur les limites du patrimonial, notamment la discussion des applications malgaches de cette doctrine. Alors ce qui est frappant, c'est qu'au bout du compte, on nous propose en 97, dans un colloque international, un texte très proche des textes de 76 d'Olagnon sur la gestion patrimoniale, dans les concepts, dans la tonalité, et puis surtout dans la revendication d'une rupture, c'est-à-dire qu'il nous explique que c'est une vraie révolution intellectuelle, que c'est une nouveauté totale. En 97, en anglais, pour un public international. Alors, on est quand même fondé à se poser la question. Pourquoi ces 20 ans d'écart ? Alors, il y a plusieurs hypothèses possibles. La première, c'est on peut se poser la question, est-ce que le sens est encore le même ? C'est pas évident que le sens soit le même. En 1975, quand on dit il faut traiter les problèmes par la négociation plutôt que par l'administration, le sens, c'est vraiment un sens de progrès, c'est-à-dire on va injecter plus de négociations dans une procédure qui est très réglementaire et administrative. Lorsque, en 2005, on dit il faut traiter le problème par la négociation, ça veut dire tout à fait autre chose. Ça veut dire il n'est pas question de faire monter un conflit et l'exigence jusqu'au niveau du conflit. Il est hors de question de viser plus que ce sur quoi les gens tombent d'accord. Donc il y a un renversement de sens. La deuxième hypothèse, donc, que je viens de dire, c'est que le sens change de direction, donc ça change de sens. Ce qui était progressiste en 75-80 devient le discours de réaction anti-environnementale aujourd'hui. Là, on a beaucoup parlé avec Maya dans nos textes. Il y a une deuxième hypothèse ou une autre hypothèse qui serait de se dire, en Afrique, tout se passe avec 20 ans de retard, et donc ils en seraient aujourd'hui à avoir le même type de remise en question des logiques administratives qu'il y a 20 ans en France. Au fond, mon analyse est la suivante. En fait, ce qui se passe, c'est que ce discours est un discours de reprise en main de la question environnementale par les acteurs des filières productives. Et donc, si le discours patrimonial ressurgit en 97 dans le contexte de la coopération française en Afrique, dans des termes presque identiques de ceux du ministère de l'Agriculture en 76, c'est tout simplement parce que c'est le moment où les acteurs de la coopération française, qui est entièrement dominée par l'agriculture dans ces régions-là, décident de dire il y en a marre qu'on nous fasse des pressions au nom de l'environnement, nous allons nous ressaisir du problème, et donc on va reconstruire le discours à partir d'une logique dans laquelle nous sommes au centre du problème, c'est-à-dire nous représentons l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire c'est les forestiers, les acteurs paysans et leur assistance au développement qui sont les porteurs du dossier. Donc mon hypothèse, elle est simple. On a vu avec la critique de la thèse de Brediff l'impensé sectoriel
de l'approche patrimoniale, le fait qu'elle exprime une revendication du secteur productif agricole et forestier sur la totalité de la gestion sociale et écologique, eh bien, lorsque, dans le contexte du développement, les acteurs agricoles de la coopération française en Afrique décident qu'il est temps pour eux d'arrêter de laisser des marges de manœuvre aux politiques environnementales en Afrique et de reprendre le dossier à leur compte et de reprendre les affaires en main, eh bien, ils réélaborent et récupèrent le même discours patrimonial. Alors, là où ça devient... donc les approches patrimoniales, au fond, elles participent de la même logique. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de regarder dans quelle mesure les approches qui sont diversifiées à partir de Green, en allant vers les SMA, vers des approches outils, etc., continuent à rester porteuses, mais des mêmes messages. Ça, c'est une question, ce sera un autre programme de recherche. Ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est que la même structuration intellectuelle va se faire chez des gens complètement autres, pour des raisons qui vont être les mêmes raisons. Alors je m'appuie sur un texte de Franck Agiri, publié dans Gérer et comprendre en juin 2000, et qui s'appelle « Les politiques de l'environnement comme politique de l'innovation ». Alors je vous ai mis le chapeau de l'article, le résumé de l'article. Donc j'ai mis en vert les buzzwords, les mots-clés de la doxa qui ressemblent à la logique patrimoniale. Incertitude, savoir distribuer, c'est-à-dire éparpiller, coopération dynamique, innovation, contrat révisable, dispositif de pilotage, collé aux exigences d'un processus prospectif. Donc tout ça, vous voyez que ça fait écho aux mots-clés de la démarche néo-patrimoniale, en particulier de Babin, Weber, Antona. Et puis j'ai mis en rouge tout ce que ça rejette. L'action unilatérale, réglementaire, les politiques sectorielles, les contradictions entre elles. Pour un cours, l'année dernière, je me suis amusé à prendre dans l'article, c'est un article qui se présente comme très programmatique, qui nous dit avant, on raisonnait comme ci, maintenant, on raisonne comme ça. Et j'ai repris toutes les affirmations de cette sorte dans l'article pour faire ce tableau. Donc, avant, implicitement, avant les années 90, la fin des années 90, l'environnement, c'était une action autoritaire répressive, une segmentation administrative des problèmes, des réglementations inefficaces, des problèmes environnementaux définis a priori de manière rigide, une politique hygiéniste, c'est-à-dire l'environnement vu comme une menace des activités humaines, menace qu'il faut corriger. Le dilemme environnement croissance économique, protection de l'environnement, installé, faussement bien sûr, d'après lui, au centre de la problématique environnementale, et puis des phases étanches qui se succèdent, diagnostic, on vote une politique, on essaie de la faire appliquer. Et donc, l'innovation, dont il se dit porteur, mais qui en fait est le discours qui surgit en masse à la fin des années 90, c'est remplacer l'action autoritaire par l'innovation, remplacer la segmentation par une logique intégrée, inciter à des comportements nouveaux, refuser de poser les problèmes a priori, mais considérer que c'est les acteurs qui co-construisent les problèmes. Au lieu d'avoir des problèmes environnementaux à corriger, on va avoir une politique orientée développement durable, c'est les termes d'Agiri. Abandonner complètement le dilemme croissance, protection de l'environnement pour dire que l'innovation, c'est le développement durable. Donc c'est étonnant de voir que Agiri trouve les mêmes mots que Brédif pour dire qu'il n'y a pas de dilemme, jamais, entre économie et environnement. Et puis donc, il faut un processus interactif et continu. On est quand même frappé par la similitude du discours, aussi bien sur le contenu de ce programme-là. Dans Lannion aussi, il y a des passages incroyables sur le fait qu'une fois qu'on a réinstallé une collaboration conviviale, l'innovation surgit, etc. Et puis d'autre part, cette espèce de avant-après. Autre point clé, qui est un point commun avec les approches patrimoniales, l'article explique clairement qu'au fond, le dépollueur, c'est le pollueur. Alors évidemment, il ne le dit pas dans ces mots-là, il le dit de la manière suivante, je cite. La question n'est plus de définir une réglementation adaptée à un problème clairement identifié et de sanctionner ensuite les contrevenants, que d'amener les pollueurs à inventer collectivement de nouvelles solutions à un problème mal cerné pour lequel les voies d'exploration possibles sont multiples.
Donc le problème mal cerné, ça veut dire que toute la construction du problème par les acteurs d'environnement ne vaut rien. Il faut reprendre le problème à zéro. Et qui doit reprendre le problème à zéro? C'est les pollueurs qui vont inventer collectivement. C'est ça la clé. Or, vous remarquez que c'est la même logique que l'impensé sectoriel que j'ai mis en évidence dans la démarche patrimoniale. La théorie est une théorie de l'auto-institution des pollueurs comme étant les acteurs de la dépollution. En agriculture, il y a 2 mots-clés populaires qui disent ça. C'est « on n'a pas attendu les écolos » et « c'est nous les vrais écolos ». Chaque fois qu'on est dans cette phase de transition, on entend ces formules. Et ces formules, c'est tout simplement ça, les formules de la théorisation patrimoniale ou du syndrome patrimonial. Donc évidemment, ça va de soi que pour la SGE, c'est une hérésie, puisque la base de la théorie de la SGE, elle consiste à dire qu'il y a un paradoxe total à instituer le système qui détruit l'environnement comme étant le système qui le sauve, sauf à nous expliquer par quels intermédiaires, par quelle structuration dialectique on passe de l'un à l'autre. Mais là, on retrouve cette institution directe du pollueur comme dépollueur. Alors ce qui est frappant aussi, c'est que dans les travaux d'Agéry, à aucun moment, ni dans la théorie ni dans les études de cas, aucun rôle n'est jamais reconnu aux acteurs d'environnement, c'est-à-dire à ceux qui essayent de pousser les industriels à dépolluer. Donc, je pense que les convergences vont de soi, les convergences sont majeures, alors qu'on est dans un paysage intellectuel et dans une tonalité qui est tout à fait différente a priori. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve dans cet article la même chose que dans le néo-patrimonial de Babin. C'est à la fin des années 90, au moment où les industriels décident de se saisir eux-mêmes et de reprendre en main le dossier environnemental, plutôt que de laisser les acteurs environnementaux faire pression sur eux, que d'un seul coup se refabrique un discours théorique qui est en tout point homologue, ou en presque tous les points homologues du discours patrimonial. Là, on est au cœur du programme de réflexion de Ress. À un moment donné, des acteurs cherchent une théorie pour faire quelque chose. Ici, se faire quelque chose, c'est déposséder les acteurs d'environnement du dossier, prendre en main le problème, aligner sur l'accord de tous ceux qui sont à l'intérieur du secteur productif, plutôt que sur les revendications environnementales de la société. Et on s'aperçoit que pour faire cette opération, eh bien, on retombe sur la même architecture théorique, parce que c'est entre l'architecture théorique et la topologie stratégique de cette intervention, eh bien, c'est la même chose. La théorie est une action dans un contexte, et elle retrouve les mêmes concepts et les mêmes cadrages. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il illustre son propos avec des études de cas, et dans les études de cas, on voit jouer les acteurs d'environnement, mais à aucun moment leur rôle n'est dit, explicité. La théorie d'une certaine manière, et c'est pareil pour l'audit patrimonial, l'audit patrimonial permet d'écouter tout le monde. On retrouve par bribes les acteurs d'environnement, d'autres aspects de la société. Simplement, ils n'ont plus de place instituée, leur rôle n'est plus dit, ils n'ont plus de légitimité, ni théorique, ni pratique. Alors, ce petit pointage que j'ai fait, c'est pas juste ponctuel. Il est important de voir que pour l'équipe de recherche où est Agéry, c'est programmatique. C'est-à-dire que leur programme de recherche, cette fois-ci on est en 2006, est posé comme ça. On arrête de concevoir l'environnement comme réponse sous-entendue de l'entreprise et du secteur industriel à des pressions externes, sous-entendu des acteurs d'environnement. Donc ça, on considère que c'est à bannir du champ de la gestion. Je vais passer très vite, mais un jour, il faudra qu'on en discute à fond en termes stratégiques pour notre insertion dans la science de gestion. Donc Agéry définit tout ça comme extérieur au champ de la gestion. Et il dit, n'entre dans la théorie des sciences de gestion que la question de l'environnement comme champ d'innovation et d'apprentissage collectif, et donc seule relève de la gestion la question de la construction de l'apprentissage collectif, sous-entendu de l'acteur sectoriel. Alors, ce qui est et lui le retraduit dans un modèle théorique, et son modèle théorique est suivant. On a des incertitudes partagées. Donc, vous vous rappelez, le problème est mal posé au départ. Il n'y a qu'un seul problème pour tout le monde, et c'est ce problème qu'il s'agit de découvrir.
Et on va aller vers une cible environnementale construite en commun par biais d'un pilotage qui est, au fond, sa version à lui de comment on fabrique de l'unité à partir d'une certaine dispersion. Et la dispersion qu'il est prêt à prendre en compte dans son modèle théorique, c'est la dispersion au sein des entreprises, entre celles qui sont pionnières, Lafarge par exemple, et puis celles qui ne veulent pas jouer le jeu. Donc, sa théorie, c'est une théorie de l'apprentissage collectif au sein du secteur, et on retrouve la seule diversité ou multiplicité qu'il est prêt à reconnaître, c'est la diversité de réactions au sein de l'acteur sectoriel, entre eux, ceux qui veulent aller vers plus environnemental, moins environnemental, et c'est ça qui fait l'objet de l'apprentissage collectif. Dit autrement, cette théorie, au fond, vous vous rappelez que quand j'ai présenté la théorie de Latour, j'ai dit au fond cette théorie, qui parle à travers cette théorie, c'est l'acteur assembleur. Dans la topologie des rôles de la SGE, c'est celui qui joue la mise en relation, la régulation entre l'acteur d'environnement et les autres. Et bien ici, on est dans une théorie à travers laquelle seul parle l'acteur sectoriel productif, c'est son langage qui est réinstitué comme langage universel. Les interpellations externes sont redéfinies comme incertitudes. La diversité des points de vue ne couvre que la diversité interne entre les pionniers et les clandestins. Et la progression est définie non pas comme une dialectique conflictuelle, mais comme une exploration suivie d'une rationalisation, parce que ça, c'est le modèle de l'apprentissage. On est des entreprises, on découvre un problème environnemental, on est dans la perplexité. Comment on va faire pour construire ensemble la cible environnementale qui nous convient. Donc au fond, on est dans une très grande cohérence par rapport à la logique des approches patrimoniales, même si le langage est très différent, la modélisation est la même, on a une unité de problèmes et d'actions qui est définie dans cette trajectoire, avec une diversité interne dont l'acteur d'environnement est exclu. Étonnant. Alors, ce qui est intéressant à ce stade-là, c'est on a fini sur l'extension de la logique patrimoniale, parce que je suis passé très vite. On retrouverait ça. Maintenant, il nous reste à retrouver sous diverses formes, dans divers types de travaux, à l'œuvre, la même logique, et de montrer pourquoi elle pose problème. Mais je voudrais centrer la discussion sur un point précis, c'est pourquoi c'est tellement difficile de discuter avec eux. Il y a une forme de dissymétrie, mais je ne sais pas si j'ai raison de dire ça, c'est que nous, on reconnaît d'emblée qu'il y a plusieurs positions topologiques dans l'espace d'interaction, il y a plusieurs lieux, et donc plusieurs vues qui sont irréductibles l'une à l'autre. Et donc, nous, on reconnaît d'emblée que notre vue est une vue parmi d'autres, et comporte un point de vue parmi d'autres. Non. Alors, toute la question, c'est de savoir pourquoi non. Alors, sur un plan idéologique, on peut le comprendre. Il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est une hypothèse idéologique qui consiste à dire que leur théorie n'a pas d'autre fonction que d'empêcher de prendre conscience de cet espace différencié des responsabilités. C'est-à-dire que si le but du discours patrimonial de Brédif, c'est de démontrer qu'il n'y a pas d'autres gestionnaires possibles de la nature que les céréaliculteurs et les forestiers dans leur apprentissage propre, débarrassés de la pression désagréable et non conviviale des acteurs environnementaux. Si leur but c'est ça, alors on comprend que ce n'est pas possible de discuter, puisque justement leur but c'est que cette discussion ne puisse pas avoir lieu. Mais ça n'est qu'une des... Alors, donc, il y a certainement une dimension de cette sorte-là. Mais on ne peut pas faire l'hypothèse qui est que ça, d'une certaine façon. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est aussi réfléchir en imaginant qu'ils soient prêts à admettre qu'eux roulent pour des intérêts X ou Y, et qu'il y a d'autres gens qui défendent d'autres intérêts de la société. Admettons qu'ils reconnaissent ça. Est-ce que leur cadre théorique peut tenir si ils admettent ça? C'est pas sûr.
C'est pas sûr. C'est ça qu'il faudrait regarder. Et donc, si leur cadre théorique ne peut pas tenir, s'ils admettent cette pluralité des regards, hein, d'une part le regard des industriels sur eux-mêmes et leur action environnementale, et puis le regard des environnementalistes sur eux, c'est deux regards complètement différents. Si leur théorie dans sa construction ne peut pas résister, alors ils n'ont pas d'autre solution que de la défendre jusqu'au bout. Et donc d'être dans une logique de forteresse et de refus de la discussion. C'est ça l'enjeu qui nous reste à découvrir dans la suite du débat. En tout cas, pour l'instant, j'ai construit la séance sur l'hypothèse que la discussion n'était pas possible et que l'objectif, en tout cas en ce qui concerne le patrimonial au sens strict, c'est plutôt d'enregistrer et de rendre public les critiques de manière détaillée, depuis le niveau de terrain jusqu'au cœur de la théorie. Alors maintenant, on arrive au dernier volet. Ça ne va pas être très très long, mais c'est là qu'on va pouvoir réexprimer sous une forme plus générale ces questions. Dans une première version, j'avais appelé ça les approches PANAC ou panacée, patrimonial, néo-patrimonial et apprentissage collectif. C'est vrai qu'il y a un côté panacée là-dedans. Donc, vous avez vu, on va voir quel est le socle commun de ces approches. Donc, je vais procéder en deux temps, en fait, c'est ce que j'ai mis dans le plan. Je vais faire quelques constats sur le socle commun des approches, et ensuite, j'ai 4 ou 5 transparents où on va aller au fond du concept d'astrologie, d'atronomie, tout ce qu'on veut, et qu'est-ce qui ne va pas dans la manière de fabriquer de l'unité de ces approches. Donc, il y a beaucoup de points communs dans la posture affichée, les concepts clés, la position du chercheur. Un autre point commun, un des points communs, c'est la mise en scène d'une innovation en rupture. C'est amusant de voir que Franck Agiri, exprimant ce qui est en fait la doxa actuelle, la pose en rupture par rapport au discours précédent. Donc, on nous explique qu'il y a un avant et un après. Ça, c'est vrai en 76, c'est vrai en 97, c'est vrai en 2000 avec Agiri. Chaque fois, c'est présenté comme une révolution. Or, quand on nous présente un choix manichéen, soit on est écolo, administratif, machin, etc., soit on est pour une approche évolutive, un apprentissage collectif. Quand on met en scène ce choix manichéen, et qu'on nous explique qu'en fait, c'est pas vraiment un choix, puisque l'un c'était avant et l'autre c'est maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, un des côtés est en train de gagner, et comme s'il avait déjà gagné. Et bien, on a la formule d'une pensée unique. Si je vous mets devant un choix comme ça veut dire que je vous propose une pensée unique. Donc, ce à quoi on a affaire, c'est une proposition de pensée unique. L'ambiguïté assez amusante, c'est finalement cet affichage de position de rupture se combine avec une position du chercheur qui est directement au service des acteurs les plus puissants, c'est-à-dire des acteurs sectoriels qui ont l'argent, les capacités techniques, le pouvoir sur l'objet d'une certaine façon. L'autre deuxième point commun, l'impensée sectorielle qui sous-tend cette idée de gestion en bien commun, ça je pense que pour Ray c'est un acquis, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de repartir dans l'analyse des discours. Encore une fois, l'impensée sectorielle, il ne dévalorise pas le discours. Le fait de mettre en évidence l'impensée sectorielle, ça permet de leur interdire de dire « ne nous dites pas que vous parlez au nom de tous ». Ce que vous faites, c'est que vous faites des propositions pour tous au nom de votre secteur. De la même manière que nous assumons le fait que nous faisons des propositions pour tous au nom d'une préoccupation particulière qui est celle de l'environnement. Assumez le fait que vous êtes un acteur parmi les acteurs multiples quand vous parlez, et que les autres acteurs, autant que vous, font des propositions par tous. Vous n'avez aucune raison de revendiquer le fait que vous seriez les seuls à avoir une vue d'ensemble, ça vaut pour tous ceux dont on a parlé, ou la capacité à être le créateur de l'unité, ça vaut pour les patrimoniaux et les néo-patrimoniaux. Assumez aussi le fait que tantôt vous travaillez pour des acteurs des secteurs productifs, tantôt pour des acteurs régulateurs, et qu'en fait, votre ancrage en termes de pouvoir dans le système, c'est que vous êtes au service de l'alliance ou de la confusion entre un acteur sectoriel et l'acteur de la régulation politique. Alors, pourquoi ce point de vue est si puissant, ce point de vue de l'apprentissage collectif et du patrimonial et du néo-patrimonial? Essayons de réfléchir à la situation. Imaginons quelqu'un qui promeut ce discours.
quelle réaction il va avoir en face de lui? D'une part, les acteurs sectoriels, ici les agriculteurs, les forestiers, les industriels. Pour eux, l'approche est progressiste. Il ne faut pas se cacher le fait que du point de vue des industriels qui ont résisté en partie à l'environnement jusqu'ici, le fait de se mettre en posture d'apprentissage collectif en disant arrêtez de nous embêter, on va commencer à travailler nous-mêmes, n'est pas une démarche négative. Donc, déjà, il y a une perception d'une démarche de progrès, vue du point de vue purement sectoriel. Deuxièmement, pour ces acteurs-là, ce cadrage-là est pain béni, puisque non seulement en interne, il constitue une démarche de progrès, on va apprendre ensemble, on va apprendre à notre rythme, etc. Mais vis-à-vis de l'externe, il offre tous les outils pour casser les revendications des autres. Donc l'adoption est très facile pour les acteurs sectoriels. Du point de vue de l'acteur d'environnement, quand il est en position de faiblesse sociopolitique, ce qui est le cas à chaque fois dans les périodes clés dont j'ai parlé, le début des années 80, ça a été une période terrible pour les acteurs d'environnement en France. La fin des années 90, au niveau international, c'est le green backlash sur les acteurs d'environnement. Le début des années 2000, c'est l'explosion du discours développement durable dans l'entreprise qui met en difficulté les acteurs d'environnement. Eux, ils ont beaucoup de mal à lutter contre cette démarche, puisque ça reviendrait à nier son côté progressiste. Vous n'allez pas dire à des gens que c'est nul de se mettre à prendre à leur charge les problèmes d'environnement. 2, l'approche leur laisse une certaine place, donc ils ne peuvent pas se plaindre d'être exclus, puisque tout le monde est inclus. Et puis, malheureusement, ça limite complètement leur perspective d'évolution, mais dans des termes qui sont difficiles à expliquer. Le travail de démontage que je vous ai proposé, il n'est pas immédiat. Face à cette diarrhée verbale de l'intérêt de tous, etc., le démontage qui montre pourquoi, fondamentalement, ça rend difficile à porter les questions environnementales les revendications environnementales de la société, va pas de soi. Donc l'acteur faible, il est obligé de jouer un peu le jeu, et c'est ce qu'on voit. Nous, on est surpris de voir des acteurs environnementaux qui, finalement, tiennent ce discours. En partie, en tout cas. Et du point de vue de l'ensemble des acteurs, des gens moins informés, de l'élu politique, etc., lui, il voit une approche bien intentionnée, une approche qui n'est jamais menaçante, puisqu'il y a toujours des clauses qui disent qu'il faut que les rapports soient acceptables par les commanditaires, qu'ils soient acceptables par tous, etc. L'apprentissage doit être collectif, donc tout le monde doit être d'accord. Donc c'est bien intentionné, non menaçant, ça va dans le bon sens. Et puis, de manière un peu plus machiavélique, ça rend beaucoup plus difficile l'exercice d'une démocratie très critique et l'évaluation de l'efficacité ça sape l'évaluation de l'efficacité des politiques. J'essaie pas de dire que les politiques se réjouissent en sautant de joie de ça, mais en tout cas, ça les incite pas à refuser ce type d'approche. Et donc, du coup, la possibilité d'un vrai débat critique sur ces approches est très difficile dans le contexte réel, surtout que, au niveau des chercheurs, on est dans une situation où c'est les acteurs sectoriels qui maîtrisent les instituts de recherche en partenariat avec les élus régulateurs, et où il existe très peu de perspectives propres du point de vue de l'acteur d'environnement pour développer un discours et des recherches, et qu'en plus, il a du mal à attaquer frontalement parce que le point faible de la démarche n'est pas très visible. Donc on comprend mieux comment cette doxa se répand à toute vitesse et est très difficile à mettre en discussion critique. Donc pour les chercheurs, ça permet une grande souplesse dans l'approche des terrains. On le voit quand on lit Agerie. C'est pas parce qu'il a ce cadrage très restrictif que ça l'empêche de voir les réglementations environnementales, les associations environnementales, les entreprises XY, les entreprises qui sont à la traîne. Donc, on peut très bien concilier une description de terrain opportuniste, qui permet de parler de tout, avec un cadrage qui interdit de parler de certaines choses et qui arrange plutôt certains que d'autres. Donc ça veut dire que les résultats de terrain sont difficiles à critiquer, puisque le chercheur va dire « Oui, vous me dites que je ne parle pas des acteurs d'environnement, mais dans l'étude de cas d'Agerie, voilà, j'en parle. » Ah oui, mais dans l'interprétation théorique, rien n'est présent, rien de la construction environnementaliste des problèmes environnementaux. Donc, ça, c'est très souple. Deuxièmement, ça affiche une ambition panagorique, c'est-à-dire universaliste. Ça, c'est je fais référence à la thèse de Sébastien. Là, on est dans un véritable paradoxe, c'est-à-dire qu'on
on nous dit il ne faut pas prendre des outils universalistes, mais nous on a une démarche non universaliste, mais universelle. Ça, c'est un des paradoxes bizarres du patrimonial. Et puis, bizarrement, ils ont une sensation d'engagement, d'être dans une rupture, dans un nouveau système au profit de tout le monde. Vous avez vu le lyrisme étonnant de Brédif, tout en bénéficiant des flux de financement et du pouvoir des institutions sectorielles. Voilà. Le chercheur ne prend pas parti, ou plutôt, grâce à la théorie de l'apprentissage collectif, le problème, on apprendra ensemble quel il est. Ou grâce à la négociation patrimoniale, le problème, on se mettra tous d'accord pour savoir quel il est. Le chercheur prend parti d'avance en faveur de ce qui aura été voulu par tous, c'est-à-dire finalement en faveur des gagnants. Difficile de résister. Ce qui me paraît important, c'est de voir que ces dérives, elles étaient latentes dans la démarche patrimoniale. Je reprends dans le tableau toujours les mêmes affirmations de la littérature de 1976 et je vois que chacun des points peut servir de point d'appui dans un levier pour rendre difficile à tenir des revendications environnementales. Pluralité des acteurs et des points de vue. Les revendications environnementalistes ne sont qu'un point de vue parmi d'autres sur l'environnement, donc on en interviewera 2 sur 25. Titularité, appropriation, identité, ça légitime le pouvoir de fait. Ceux qui sont des titulaires, qui ont leur identité alors l'identité de vallée, ça c'est un des concepts très amusants de l'audit patrimonial. Dans le cas de l'Ours, il y a une identité valléenne, et puis alors dans la vallée de l'Ars, qui fait 20 km sur 2 km près de Troyes, il y a un esprit de vallée. Un esprit de vallée. Donc voilà, on légitime le pouvoir de fait des viticulteurs sur la flotte en Champagne. Conception relationnelle et évolutive, ça neutralise toute volonté d'évoluer l'efficacité environnementale par rapport à des critères précis, puisque les critères sont glissants. Privilégier la négociation, ça revient à dire qu'on légitime le fait de travailler au prorata des rapports de force. Négociation, par définition, ça veut dire décision obtenue par l'accord de tous. Donc, ça interdit de faire quoi que ce soit qui puisse ne pas être accepté par les pollueurs, etc. C'est pas la peine de continuer. On voit que les dérapages étaient inscrits dans la matrice, qui était une rupture avec la technocratie, portait en germe les dérapages qui ont été constatés. Il faudra y revenir dans le dernier mot. En un mot, au moment même où on sortait du paradigme du surplomb, en posant ces points patrimoniaux-là, on posait aussi les bases de la dérive de l'empire du sens, que je constate aujourd'hui, et auquel j'essaye, avec les conférences RES, de poser des bases pour qu'on puisse en sortir. Et c'est devant ces dérives que je voyais déjà en 82 dans les discussions avec Olagnon et même parfois avec Berthier, que je me suis dit, il ne faut pas partir dans cette direction-là, il faut prendre une autre voie. Alors, dernier point sur les constats de base, c'est qu'on est loin d'être dans un cas isolé ou uniquement français. Toutes ces approches patrimoniales, néo-patrimoniales et d'apprentissage collectif, elles s'inscrivent quand même dans un grand mouvement mondial qui va dans le même sens. Décentralisation, modélisation participative, toutes les théories qui reviennent à prendre acte des transformations plutôt qu'à poser des revendications. Toutes les théories qui reviennent sur l'identité, l'appropriation locale des ressources, etc. Et puis, tout le discours sur l'intégration, le développement durable, qui de manière moins caricaturale porte par certains aspects la matrice de problématiques patrimoniales. Alors, maintenant j'attaque la dernière ligne droite, mais elle est en pente. Alors, je vous ai dit en commençant que, avec des connotations saugrenues mais qui me plaisent, le mot atros en grec, ça veut dire d'un seul coup, en une seule fois, comme si les choses devaient prendre en gelée en une seule fois. Donc, par exemple, on se rue tous ensemble à l'assaut de l'ennemi, atros. Pourquoi je propose de l'utiliser ? Parce qu'on a bien vu que ce qui est au cœur du problème patrimonial, c'est une mauvaise manière de joindre le multiple et l'un, d'essayer de fabriquer de l'unité avec la multiplicité des points de vue. Mais ce n'est pas d'unité dans l'absolu qu'il s'agit, c'est bien d'unité d'action, c'est-à-dire d'intervenir ou de faire en une seule fois. Et cette unité frauduleuse, cette unité
mal avisée, pour reprendre la citation de Platon. Elle porte sur 4 points. D'abord, elle veut réunir tous les problèmes en un seul. Il n'y a pas un problème de qualité de l'eau. Il y a un problème global de tout le système social de la vallée. Il y a un seul problème qui s'appelle la qualité globale dans la démarche d'opinion d'Olagnon. Ça ne sert à rien de résoudre tel ou tel ou tel problème. Il faut les grouper en un seul pour tout traiter en une seule fois. C'est le système qu'il faut gérer. Deuxième mouvement atrotropique, il faut réunir tous les acteurs en un seul. Ça n'est pas logique que d'un côté, les acteurs de l'équipement fabriquent des routes, que de l'autre côté, les acteurs de l'environnement essaient de protéger l'environnement, et que d'un troisième côté, les acteurs agricoles pompent pour irriguer. Vu par les gens qui sont dans cette perspective astrologique. Ce qu'il faut, c'est réunir tous ces gens-là. J'ai fait plusieurs citations dans la conférence. Réunir tous ces gens-là pour qu'ils deviennent un seul acteur et que, enfin, l'action soit unifiée et dépasse les logiques sectorielles. Le troisième point, c'est que très souvent on rencontre, notamment dans l'approche patrimoniale, l'idée d'agir en une seule fois. Alors, elle paraît contradictoire avec l'idée d'un processus qui se déroule dans le temps, mais en fait, quand on lit aussi bien Olagnon que Brédif, il y a bien l'idée qu'il va y avoir une révélation. C'est-à-dire que l'auditeur patrimonial fait surgir de l'ensemble des expertises une expertise d'ensemble, et après, c'est complètement différent d'avant. Il y a une transformation instantanée qui s'accomplit, qui fait que les gens ne peuvent plus voir, dans leur théorie en tout cas, que les gens ne peuvent plus voir les choses de la même manière, et donc que d'un seul coup, la situation s'est transformée. Parce qu'on a créé une unité de problème et d'action, à un moment, plouf, ça bascule. Et dans certains cas, et c'est encore une fois le cas du patrimonial, tel qu'il est défendu par Brédif et Olagnon, on fait tout d'un seul coup, c'est-à-dire qu'on fait en même temps la recherche et l'intervention. L'audit, on ne peut pas dire en quoi il est une recherche et en quoi il est une intervention. On fait tout d'un seul coup. Je transforme le système d'un seul coup en faisant une intervention qui est d'un seul coup à la fois une recherche et une action. Alors là, on pourrait dire, oui, mais c'est bien ce que nous dirait, ce que la théorie fait. Vous vous rappelez la citation de Deleuze, la théorie est une action. La différence, c'est que dans un cas, on reconnaît que la théorie est une action, qu'elle doit rendre des comptes comme une action, mais on ne postule pas que c'est une seule et même chose. On continue à pouvoir parler de la théorie dans un langage théorique, de l'action dans un langage d'action, de mettre les deux en dialogue. On dit que les deux sont liés dans une dialectique, qu'elles font partie d'une même chose, mais on ne s'interdit pas que chacune rende à son César ce qui est à son César. Notamment, par exemple, qu'elle rende des comptes sur le plan académique. On s'interdirait certainement de répondre. Quand Olagnon est rentré à l'agro, il disait qu'il avait de mauvaises relations avec les profs de l'agro, qui lui disaient « mais qu'est-ce qui valide tes recherches ?» Et Olagnon leur répondait « mais la validation est sociopolitique, c'est-à-dire que les acteurs les payent et les adoptent. » Ce genre de court-circuit qui dit que ça n'est qu'une seule chose, l'action et la théorie, et qui interdit d'avoir une discussion théorique sur ce couple action-théorie, ou une discussion pratique sur ce couple action-théorie, c'est ça qui est atromaniaque et qui pose problème. Donc, ce qu'on voit, c'est que ces 4 tentations, elles sont présentes à des degrés très divers dans beaucoup de démarches. Il y a beaucoup de démarches autour de nous qui essayent de dire il faut ramener ça à une unité, un problème unique, gestion intégrée, on va avoir une approche globale, ou bien il faut un acteur unique, il faut qu'on se mette tous d'accord et qu'on fasse ensemble un schéma d'aménagement des eaux qui va reprendre les logiques de tous les acteurs. Donc le besoin, c'est même un besoin logique de chercher cette unité. Le problème n'est pas dans le fait de dire il faut qu'on construise une unité de problème, ou il faut qu'on travaille en dialectique entre la multiplicité des problèmes des acteurs, etc., puis la tentative pour construire une unité des problèmes des acteurs. Ce qui pose problème, c'est quand ça va trop vite, quand c'est fait en sautant les étapes, quand c'est fait avec des raccourcis abusifs. C'est ça qu'il faut qu'on trouve autour de nous, sur quoi on mette le doigt. Mais ce que possède la doctrine patrimoniale, qui est extraordinaire et qui en fait un analyseur génial du phénomène, c'est qu'elle revendique d'emblée, de manière explicite, le bon direct
sur chacune des 4 dimensions. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que elle dit oui, il faut chercher cette unité jusqu'au bout et pas simplement l'utiliser comme un moyen pour travailler ensemble. Il faut la chercher jusqu'au bout. Elle est réalisable et nous, on a une méthode qui permet de la fabriquer. Et donc, ce qui fait de la démarche patrimoniale un analyseur absolument génial, c'est que elle nous propose sans embâche d'y aller directement. Et donc, l'explicitation de ces désirs d'unité devient un véritable fantasme, en fait. Et du coup, c'est un révélateur. C'est comme ça que chez Agéry, on peut voir... Une fois qu'on a vu ce qu'il y avait là-dedans, on voit beaucoup mieux dans le texte d'Agéry comment ça fonctionne. Et dans d'autres qui seraient beaucoup moins critiquables et plus subtils, on trouvera peut-être d'autres éléments de saut indu, de synthèse abusive, etc. C'est un analyseur parce que c'est un extrême. Et paradoxalement, c'est pour ça qu'elle a réussi à traverser les ans sans bouger. C'est un peu l'œil du cyclone. C'est eux vont direct. Tous les autres se rendent compte qu'il y a quelque chose qui pose problème dans le fait de penser qu'on peut tout faire d'un coup soi-même. Et donc, ils trouvent des compromis dans leur construction. Eux disent on ne veut aucun compromis. Et en tant que tel, ils constituent un vrai pôle d'idées et un analyseur pour nous génial. Alors, quel est le programme au fond pour sortir de ça ? Quel est le problème de cette spirale astrologique qui veut nous emmener directement vers l'unité sur les 4 plans ? Le problème, c'est qu'elle écrase toutes les lignes dialogiques, c'est-à-dire toutes les tensions et les structurations des situations. À la fois les situations qu'on étudie, puis les tensions dans la démarche de recherche. En effet, toute gestion, et encore plus si elle est publique, repose sur une architecture de tensions. Entre ceux qui veulent des zones humides, ceux qui veulent l'agriculture, entre le local et le global, entre le juridique et le non-juridique. Il y en a plein. Ce sont les polarités que j'essaie de conceptualiser dans le texte sur les barrages, avec les trames, etc. Donc, toute analyse sérieuse de gestion se construit en expliquant quelles sont les polarités dialogiques qu'on va traiter, comment elles fonctionnent, et comment on peut tenir dans la même analyse le constat que les acteurs sont divers ou que les niveaux sont divers ou que des choses sont opposées et qu'en même temps elles constituent une unité organisée qui fonctionne. C'est comme ça que se construit une analyse de gestion. Et donc, c'est toutes ces polarités que l'approche patrimoniale casse les unes après les autres. Vous vous rappelez de toutes les fausses alternatives que j'ai énumérées progressivement, on va les réénumérer très vite. Elle disqualifie toutes ces oppositions qu'on pourrait dire dialectiques, mais qu'il vaut mieux dire dialogiques, pour les remplacer par ce saut direct, ce bond direct vers l'unité que j'essaye de qualifier par ce radical atroce. Alors, on va les lister très rapidement parce qu'elles nous donnent un programme de démontage pour les approches qui souffriraient à des degrés divers de la maladie atromaniaque. Alors, première série de dialectiques écrasées qui portent sur l'expression de l'analyste. D'abord, on prétend que l'analyste se situe du point de vue de l'unité. Ça n'est jamais vrai, l'analyste est quelque part dans le système, donc on peut entrer en dialogue sur ce point-là. Ah, toi, tu te situes du point de vue de l'unité, pourquoi, comment, et rétablir la dialogique sur ce point-là. 2. L'analyse a vocation à englober tous les points de vue, et les points de vue sont considérés comme partiels par hypothèse. Ça ne va pas du tout, puisque n'importe quel point de vue, même totalisant, est partiel aussi, il est situé aussi. Donc on peut réouvrir la dialogique vis-à-vis de ceux qui essaient d'écraser cette dialogique-là. 3. L'analyste possède un monopole de la vue globale de la situation et tous les autres ont des vues partielles. Faux, il faut repartir dans une optique où on considère que tout le monde a à la fois une vue locale et est un acteur dans le système et peut aspirer à la dignité d'une vue globale. Et d'ailleurs, quand on fait des entretiens, n'importe qui ayant fait des entretiens, s'il continue à penser que l'analyste est le seul à avoir la capacité à une vue globale, c'est vraiment qu'il a quelque part un problème d'ego, ou un problème de statut dans le système.
Quatrième, dialogique écrasée, je l'ai mise en italique parce que toutes les approches astronomiques ne partagent pas ça. Agiri, par exemple, il ne va pas nous dire que l'analyste est l'opérateur concret de l'unification. Donc ça, c'est la variante ingéniérique de ceux qui disent, en faisant mon opération de recherche, je fabrique l'unité concrète des acteurs. Je pense que ce serait pas idiot d'aller regarder du côté des jeux de rôle et des multi-agents pour voir en quoi il y a une dialogique écrasée de ce côté-là. Maintenant, les dialogiques écrasées, en ce qui concerne les tensions constitutives de la gestion environnementale. Il y a un certain nombre de tensions de base qui sont constitutives des situations environnementales. 1. On refuse que soient attribuées des responsabilités spécifiques parce qu'il y a une seule responsabilité. Donc ça, on a vu les problèmes que ça posait, on peut dire non. Il y a des responsabilités distribuées. On est fondé à s'interroger à la fois sur la distribution des responsabilités et sur les effets de système globaux de ces responsabilités et de rétablir cette dialogique-là. 2. On refuse ou on minore l'utilité de l'action militante, n'importe laquelle d'ailleurs, y compris l'action militante intra-administrative, le chef du bureau du ministère de l'Environnement qui va essayer de réouvrir une porte au ministère de l'Équipement, et les perspectives d'analyse critique. Là encore, il faut réouvrir cette dialogique. 3. On impose un principe du constructif. C'est-à-dire que on impose l'idée que tous les problèmes devraient se résoudre par la négociation. Et donc, que toute tentative pour changer le rapport de force serait illégitime dans le cadre d'une tentative de résolution commune du problème. Donc là, je renvoie à tous les travaux qu'on a fait sur le fait de remettre de la critique dans la négociation et de remettre la négociation à sa place par rapport au conflit et à la coopération. 3, j'aurais dû le mettre celui-ci, le dernier, j'aurais dû le mettre en italique. Il propose le territoire comme acteur intégrateur. Donc ça, c'est le cas dans la thèse de Brédif. C'est le cas dans énormément d'approches actuelles qui, à mon avis, relèvent à un certain degré du syndrome atrotopique. C'est le fait de dire l'intégrateur, c'est le territoire. Nous, on connaît l'unité concrète qui est opératrice de l'unification de tout, c'est le territoire. Non, il y a beaucoup d'autres unités. C'est pareil pour le bassin versant. On ne peut pas dire que le bassin versant, on connaît que c'est ça l'opérateur de l'unification. Et donc, on peut réouvrir ça. Donc, pour ceux qui sont dans la variante où c'est le territoire, l'opérateur d'unité, régulation territoriale, eh bien, on peut dire, attendez, 2 secondes, il faut réouvrir ça. Et puis, pour finir, il y a aussi une négation d'un certain nombre de dialogiques qui sont inhérentes à n'importe quel système humain, à n'importe quel système d'acteurs. Première erreur, c'est celle qui attribue un supplément d'humanité ou d'identité à certains acteurs. Vous vous rappelez qu'on avait vu ça dans la séance RES 5, dans cette même salle, ou RES 4, donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a des acteurs qui sont détenteurs d'une vraie humanité et les autres ne sont pas complètement humains. Autre dialogique écrasée, et donc on ne dialogue pas à égalité avec ces acteurs-là, il n'y a pas de dialogue. Autre, c'est qu'on suppose qu'il existe quelque part un supplément de négociation auquel l'analyste a accès, mais pas les acteurs. Il y a énormément de passages dans la thèse de Brédif où il répète que les acteurs ne savent pas négocier, n'arrivent pas à négocier, ne se rendent pas compte des positions les uns des autres, et donc on est dans une négociation complète du fait que les acteurs possèdent déjà une capacité de négociation, et on postule qu'il existe une réserve extraterritoriale de négociation à laquelle les acteurs ont accès. Ensuite, on pose une obligation de négocier, donc ça écrase la dialogique entre le conflit et la coopération, en obligeant à bloquer sur la seule position de négociation en interdisant le conflit. Et puis, on pose que celui des acteurs qui a pour objectif de tout ramener à une unité, donc l'acteur atrotélique, vous avez reconnu le portrait de l'auditeur, celui-là est dans une catégorie à part qui l'exonère des conditions dialogiques que les autres acteurs ont entre eux. Donc, en faisant ça, avec ces 3 transparences, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer que si on veut maintenant aller chercher dans des formes moins caricaturales de dérives
vers des unités abusives d'analyse ou d'action, on a un certain nombre de pistes sur des dialogiques à rétablir qui permettraient d'aller dans cette direction-là. Donc, l'atronomie, c'est le fait de poser l'unité comme norme, comme principe, et de considérer que ce principe d'unité est opposable au jeu des acteurs. C'est-à-dire que, à tout moment, dans l'approche patrimoniale, on est dans une situation où l'auditeur patrimonial s'autorise à dire à un acteur « Mais toi, tu n'as qu'une approche partielle, moi je parle pour l'unité, et donc il n'y a pas photo, c'est l'unité qui a raison. » C'est ce ressort-là qui permet à l'approche patrimoniale de fournir à un acteur sectoriel un outil qui leur permet de disqualifier d'emblée les autres, tout en ayant l'air d'organiser une discussion. Il est évident que dans cette liste des principes atronomiques, on lit en creux toutes les bases, toutes les exigences dialogiques d'une approche pluraliste, on lit toutes les bases de ce qui fait la SGE, c'est-à-dire on va reconstruire les principales dimensions dialogiques pour comprendre comment à chaque fois il y a à la fois un jeu du multiple et une dynamique systémique d'émergence, donc un jeu unitaire qui se joue, et tous les acteurs ont la même possibilité et la même dignité de jouer aux deux niveaux, et il est hors de question de se laisser raconter qu'il y a des gens qui ont un tapis volant qui leur permet de sauter directement de la multiplicité à l'unité, puis de s'affranchir de leurs propres intérêts partiels. Et donc, on peut partir en discussion avec eux en disant, au fond, quelle dialogique assumez-vous ou n'assumez-vous pas? Quelle dialogique vous rejetez ou vous minorez? Et je pense qu'on a un algorithme pour ouvrir la discussion dans beaucoup de cas. Donc là, on arrive à la conclusion avec 3 transparents. On a bien vu que le syndrome patrimonial, c'est un analyseur, je pense, d'un phénomène beaucoup plus large, qui est ce syndrome atronomique qui se cache derrière l'empire du sens, et qui nous dit que la pluralité n'est pas pertinente, que l'unité est pertinente par elle-même, que moins il y a de niveaux intermédiaires, mieux la capacité à rentrer en unité se porte. Et donc, évidemment, les questions qu'il faut se poser sont symétriques de celles-là. On est vraiment au degré zéro de la théorie de la gestion sociale de l'environnement. Parce qu'au fond, ce que ça fait ressortir par contraste, cette analyse de la gestion patrimoniale, c'est qu'une bonne théorie de gestion, de la gestion environnementale, c'est une théorie qui est capable de rendre compte des étapes et des intermédiations par lesquelles on passe de la pluralité à l'unité et réciproquement. Et là, on mesure la distance entre l'approche patrimoniale et puis Boltanski et Thévenot, ou la démarche de Latour qu'on a vue dans les 2 séances précédentes de RES. Boltanski et Thévenot, ils sont aussi dans une problématique où on se demande comment, avec une pluralité de gens qui sont en désaccord radicaux sur plein de choses, on peut fabriquer une unité politique d'action. Mais eux sont clairs sur le type de médiation, pas médiation au sens du médiateur, mais médiation au sens de construction intermédiaire par lesquelles on passe. Ce sont les cités, ce sont les mondes, ce sont les grammaires. Donc, loin de sauter de l'un au multiple sur un tapis volant, ils nous construisent des échelles pour passer de l'un au multiple. Et de la même manière, sur Bruno Latour, on voit bien qu'il y a une unité, c'est le collectif, il y a un multiple, c'est tous ces agents humains et non humains, mais on voit bien par quelle connexion, par quelle mise en connexion, on passe de l'unité au multiple. Donc c'est des théories qui, elles, ne font pas l'impasse sur les modes de passage. On a des discussions avec elles, parce que nous, on s'intéresse aussi à d'autres modes d'impasse, et puis elles s'intéressent à d'autres, mais on est dans une vraie discussion. On n'est pas dans une fausse discussion avec un fantasme astrologique. Et donc, je crois que là aussi, on éclaire beaucoup l'état de nos avancées théoriques et des types de discussions qu'on peut avoir avec ceux qui, comme nous, acceptent de jouer le jeu, de dire par quelle dialogique on passe de l'unité globale du système à la pluralité des agents. Donc, pour conclure, je clôt par là le cycle de 3 séances dans lequel j'ai mis en discussion
d'autres théories. On voit bien qu'il y a une vraie clôture parce qu'on revient sur ce qui fait l'intérêt des autres théories et on a maintenant un programme de discussion qui nous permettrait de discuter avec encore bien d'autres approches. Donc on ne va pas continuer indéfiniment à discuter d'autres approches. 2, je clôt par là le cycle au sein de REST sur la démarche historique de la SGE, comme on en est venu là. C'est très important de vous rappeler que dans l'article qu'on a fait ensemble, il y avait 10 lignes qui disent on partage certaines choses avec la gestion patrimoniale au sein de laquelle est née la SGE. Donc je pense que là maintenant ça c'est beaucoup plus clair. On voit ce qu'on partage avec eux. Par exemple, l'idée qu'une qualité environnementale émerge d'un effet de système, elle est totalement commune, elle vient de là. Par contre, il y a un certain nombre d'autres choix qui sont faits par la démarche patrimoniale et qu'on ne partage pas du tout. Et on voit qu'en fait, le projet de la SGE, il est beaucoup ancré sur le fait de dire non. Il faut résister à la tentation astrologique et il faut se donner pour projet d'assumer les dialogiques ou les dialectiques qui construisent ensemble la gestion environnementale. Il faut accepter que la gestion du système n'est pas une unité de gestion, mais une gestion plurielle de gens qui, tout en étant chacun partiaux, réfléchissent chacun pour sa part et en discussion ensemble aux effets d'émergence de ce qui se produit. Donc là, on peut finir ce cycle historique, on sait comment les choses sont nées, comment elles se sont embranchées, à quel moment, et comment les idées ont évolué, et pourquoi, en fait, on est parti dans une certaine direction. Et donc, enfin, le cycle, d'une certaine manière, on peut maintenant repartir vers la dernière partie du cycle de conférence REST, tout simplement parce qu'on a atteint le degré 0, on a compris quel était le point aveugle des approches avec lequel on essaye de rentrer en discussion, c'est-à-dire celle de l'unité non justifiée et de la partialité non assumée. Et donc, le programme est maintenant beaucoup plus clair, et ça veut dire qu'on va pouvoir entrer en discussion dans des termes encore plus précis que jusque-là, en pouvant expliciter mieux nos critiques, tout en reprenant toutes les critiques sur la sectorialisation de la gestion intégrée, etc., etc. Et maintenant, au fond, ce qu'il nous faut, c'est faire la dernière partie du cycle RES. On est libéré de ce tropisme, puisqu'on allait jusqu'au bout. Ce qu'on reprochait partiellement à Latour et à Boltanski et Thévenot, c'est-à-dire le fait de nier certaines dialogiques, etc., maintenant on peut le mettre en perspective. On peut dire, voilà, nous on est prêt à discuter avec des gens qui assument les dialogiques. On est prêt à aller vers la dernière ligne droite de RES, avec une séance qui portera sur le nouveau pacte critique, comment on fonde un pacte critique pluraliste. Une séance qui portera sur une formulation de la SGE éclairée ou complétée à la lumière de toute la réflexion du cycle, et qui reviendra sur les questions d'organisation et de stratégie. Et puis, une séance analytique sur notre propre position. On se retrouve tous depuis le 1er janvier, enseignants-chercheurs au sein d'un grand établissement qui s'appelle AgroParisTech. Comment on peut enseigner l'environnement au sein de l'enseignement supérieur agricole. Je ferai aussi une conférence réflexive là-dessus avec les enseignants pour les enseignants du grand établissement. Je ne l'envisage pas sans stress, mais je pense qu'elle est indispensable pour clarifier la situation. Et puis, dernier point, il faudra aussi formuler quels termes de discussion on peut proposer sur ce qu'on a fait à nos collègues de sciences de gestion, par exemple ceux de l'ERFI. Est-ce que les propositions théoriques qui sont les nôtres peuvent avoir une portée au-delà de la gestion environnementale ? Je pense que oui. Je pense que d'une certaine façon, on peut mettre entre parenthèses le E de ASGE pour dire qu'on a des bases théoriques d'une analyse stratégique de gestion. Je voudrais mettre ça en discussion avec nos collègues de l'ERFI, à voir si ce sera une séance à part ou si ce sera dans la séance sur la SGE. Donc il nous reste devant nous, selon le cas, 3 ou 4 séances du cycle. Et comme dernier mot, je dirais, voilà, je suis désolé d'avoir été long. C'était une séance un peu particulière, mais dans l'absence de dialogue avec les approches patrimoniales, il me paraissait important qu'au moins une fois les choses soient dites dans tous leurs aspects,
historique, théorique et de remise en question idéologique pour que les choses soient posées et qu'on n'ait plus d'une certaine façon à y revenir dans ces termes-là en disant oui, le patrimonial, machin et tout. Je pense qu'on peut passer vraiment à autre chose et je suis désolé si ça a été un peu long.